Ce que j'aimerais que l'opinion retienne, c'est que je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas en train de revendiquer un poste politique dans ce pays. Tout ce que je suis en train de revendiquer, c'est un droit légitime et constitutionnel, à savoir, nous avons perdu un père, mais nous n'avons pas perdu nos droits. Cette veuve, notre maman, elle a perdu un mari, elle n'a pas perdu ses droits. Comment les gens peuvent décider à notre place? Nous sommes les ayants droit, ce que la loi précise. On devait d'abord, avant tout, nous privilégier. Mais comment le Sénat qui vote des lois, il voit bien que la veuve n'est pas. Mais eux, ils préfèrent remettre l'argent entre les mains d'une vieille dame qui débarque là-bas parce qu'elle a des relations. Mais non, vous pouvez avoir vos relations. Mais il s'agit là d'une question de droit et non de sentiment. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer cette affaire. Nous demandons à l'appareil judiciaire, aux autorités, de comprendre que dans cette affaire, nous ne sommes pas en train de revendiquer un poste. Nous ne sommes pas des politiciens. Peu importe leur combine politicienne qu'ils ont l'habitude de faire, nous, on n'est pas là-bas. Nous voulons tout simplement que l'argent qui a été remis entre les mains de cette vieille dame, ça s'appelle une faute. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui le jeune Christian Aloka. Il va nous raconter son histoire, l'histoire de son papa, l'histoire d'un ancien sénateur décédé. Mais alors depuis, ils vivent une situation tout à fait difficile, j'allais dire, très complexe d'ailleurs, que lui-même d'ailleurs va nous expliquer. Bonjour Christian et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Perrin, c'est pour moi un plaisir. Merci de ta disponibilité. Bonjour, bonsoir à vous aussi qui venez de nous rejoindre sur Télar TV. Moi, c'est Christian Perrin. Alors, Christian Aloka, c'est votre nom. On va découvrir à tous l'histoire qui vous préoccupe. Cela. On va commencer d'abord, si vous pouvez nous rappeler le nom déjà de votre papa, c'est qui, vous avez dit? Oui, il s'appelait Monsieur Dominique Aloka. Monsieur Dominique Aloka, vous nous avez dit qu'il était sénateur, c'est ça? Sénateur depuis 2002. Depuis 2002 jusqu'à quand? Jusqu'à son décès? Oui, jusqu'à son décès. Alors, sénateur depuis 2002, il était sénateur de quel parti? Le Parti congolais du travail, c'est cela? Le Parti congolais du travail qu'il a adhéré en 1974. 1974, ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, que se passe-t-il exactement? Merci, M. Perrin. Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier. Je vous en prie. Pour l'opportunité que vous m'offrez là. Vu que je n'ai plus l'opportunité dans mon pays, j'ai été censuré partout, je ne peux plus m'exprimer, mais vu par rapport à l'occasion que vous m'offrez, en tout cas, ça me va droit au cœur, que le bon Dieu puisse vous récompenser pour cet acte noble. Ce qui s'est passé d'entrée de jeu, moi, je ne vis pas ici, je suis un résident américain, je vis aux États-Unis, plus précisément au Texas. Depuis 2009, j'évolue aux États-Unis. Chaque année, j'ai l'habitude d'effectuer un voyage pour venir voir mes parents. Mon épouse et mes 2 enfants sont encore ici au pays. Donc, j'étais venu en vacances, comme d'habitude. Malheureusement, le destin a décidé que cette fois-ci, quand j'arrive, mon père décède au moment où je suis au pays et c'est ce qui justifie ma présence ici. Il est décédé d'une courte maladie. Je dois déjà préciser qu'il était enseignant de philosophie, de profession, avant de s'engager dans sa carrière politique. Un homme marié, père de 8 enfants, avec sa première épouse, sa première femme, ils n'étaient pas mariés. Ils ont fait 3 enfants, 3 filles. L'aînée est décédée, elles sont restées à 2. Ils se sont séparés et ensuite, il a rencontré ma mère, la veuve Aloka, avec qui ils ont eu 5 enfants.
4 garçons, dont je suis l'aîné, et la dernière, Benjamin, la Benjamin, j'allais dire, Déo Aloka. Et avec Et votre maman, ils ont eu le mariage, c'est ça? ils se sont mariés en 2004, juste 2 ans après qu'il a accédé au Sénat. Le mariage a été organisé ici à Brazzaville, à la mairie centrale de Brazzaville. Nous avons les photos, les vidéos, tout a été filmé. Que va-t-il se passer finalement à son décès, puisque c'est là que tout commence apparemment? Oui, ce qui s'est passé, nous, on avait pris l'affaire comme, vous savez, nous sommes d'abord des Bantous. Quand un cadre du département décède, les autres cadres viennent pour compatir avec la famille. C'est comme ça que nous, on a pris l'affaire. Quand toutes ces personnes y sont venues, nous, on se disait, ils étaient là pour nous soutenir parce que notre défunt père vivait à Brazzaville qu'avec son épouse et ses enfants. La majorité des membres de ma famille sont à Ouesso, d'autres au village à Sembé. Donc, quand cette vieille dame est venue pendant la veillée, c'est comme ça que nous, on a considéré qu'elle aussi, elle est cadre du département de la Songa. Il s'agit là d'un autre cadre qui vient de décéder. Ils étaient nombreux, le général Paul Mbot et autres. On ne va pas citer toutes les personnes En fait, ici. les gens qui sont venus pour vous assister à votre deuil, c'est Voilà. cela. Et la dame dont vous parlez, c'est qui exactement et pourquoi on parle déjà de la dame? L'histoire déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver exactement pour qu'on comprenne mieux la présence de cette dame? Cette dame, elle s'appelle Madame Toukoro, née Béguel Berthe Julienne. Elle a travaillé à l'Assemblée nationale avec l'actuel président du Sénat. Ils étaient tous les deux membres du bureau de l'Assemblée. Monsieur Pierre Ngolo était premier secrétaire de l'Assemblée nationale et cette dame, elle était deuxième questeur à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont eu à tisser de très bonnes relations. Ils sont arrivés au Parlement au même moment avec mon défunt père. Juste après la guerre, ils étaient tous les deux membres de l'Assemblée. Et en 2002, mon père est allé au Sénat sous la présidence d'Ambroise Noumazalaï et elle est restée à l'Assemblée avec l'actuel président du Sénat. Donc, elle est arrivée, elle avait un projet, nous, on ne savait pas. Quand le 19 avril 2020, mon défunt père décède suite à une courte maladie. Et c'est là où tout a commencé. Ils ont commencé à falsifier les documents. Nous, on ne savait pas. Vous savez, c'est comme on dit, qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Nous, on était d'abord sous le choc. On venait de perdre là un être cher et on ne savait pas ce qui se tramait. Enfin, eux, ils avaient déjà pris le soin, ils se sont rendus à la pompe funèbre pour falsifier les documents, mettre qu'il était célibataire, sans enfant. J'ai même le faux procès verbal avec moi ici. On vous a envoyé même une copie. Quand vous dites ça, là, nous allons découvrir tout ça après les obsèques. Oui, lorsque tu dis ils sont allés falsifier les documents, mais pour qui? Pour cette dame avec qui elle était accompagnée des autres, c'est tout un. Oui, cette dame, elle travaille dans un dans groupe. ce milieu-là, voilà. Voilà, on les appelle, c'est une organisation de malfaiteurs avec sa bande. Le numéro 2, il s'appelle Monsieur Golo Théodore, un colonel retraité. Il a été nommé en 2021 sous-préfet. On vient d'ailleurs de le virer à cause de son incompétence. Ce sont les deux-là qui ont vraiment mené ce travail machiavélique. Ils se sont rendus à la pompe funèbre. Ils ont utilisé l'un des neveux du défunt qui était son chauffeur. Et c'est lui qu'on a présenté pour aller comme le déclarant. Mais on sait très bien que la personne qui est derrière cette affaire, pour preuve, c'est elle qui utilise maintenant le faux document qui s'est présenté au niveau du Sénat comme étant la maman
de notre défunt père. Vous imaginez, je perds mon père à l'âge de 33 ans et c'est là où on vient me présenter cette dame. Il s'agit là de la maman de votre défunt père. Du vivant de mon père, il ne m'a jamais dit que cette vieille dame que vous voyez, c'est votre grand-mère. C'est quand il ferme les yeux, Qui on vous nous la informe. présente? Qui vous présente Pardon? cette dame? Qui vous a présenté cette dame? La dame, on connaissait la dame depuis longtemps. Elle est sur la scène politique depuis longtemps. Elle a milité à Ouesso là-bas. On connaissait déjà très bien. Nous savons très bien qu'elle n'est pas un membre de notre famille depuis longtemps. Mais c'est après les obsèques qu'on arrive à découvrir. Elle a organisé un conseil de famille clandestinement. On ne savait pas. Tout ça, là, on va découvrir à travers les documents qu'elle a emmenés au niveau du Sénat. Nous, on était encore à Rousseau. Elle s'est précipitée avec son bras armé, M. Golo, à Brazzaville. Au moment où la veuve et les enfants, nous étions encore à Rousseau. Et c'est quand on arrive, on apprend que le Sénat venait de décaisser les émoluments du défunt qui se trouvaient au niveau du Sénat. Au total, 15 900 000. Et là, c'est M. Golo Théodore qui est allé percevoir cet argent. Je dois vous préciser en ce qui concerne ce dernier, parce que cette dame présente ce dernier comme le cadet direct du défunt. Tout à l'heure, je venais de vous dire que mon défunt père, avec sa première épouse, ils ont eu 3 enfants, 3 filles. Ce monsieur est le frère de la défunte épouse de mon défunt père, qui s'appelait Madeleine. Ça, c'est son frère qu'on présente aujourd'hui comme le cadet direct et plus grave comme le chef de ma famille, un ex-beau-frère qu'elle a utilisé pour le présenter partout et c'est lui qui est allé percevoir les émoluments. Quand on arrive au Sénat, dans un premier temps, il refuse de nous recevoir. À 3 reprises, la veuve s'est présentée là-bas et c'est là où le protocole du président du Sénat nous informe que le président a donné des instructions fermes, que ce soit la veuve, que ce soit ses enfants, personne ne sera plus reçu ici. Et c'est ce qui nous a poussé de prendre un avocat parce qu'on avait constaté là que la situation nous échappait. Et c'est quand on a pris un avocat et l'avocat… Oui, mais on a dit qu'on ne devrait plus vous recevoir. Ni la veuve ni les enfants ne pouvaient encore être reçus au niveau du Sénat. Ça, c'est la directive donnée par le président du Sénat, c'est ça? Exactement. Et vous avez cherché à savoir pourquoi il avait pris cette décision? On ne comprenait pas, mais c'était suite aux documents qu'eux, ils avaient déjà déposés au niveau du Sénat. Mais nous, on ne savait pas. Et le Sénat ne nous a pas donné une raison claire en dehors du fait que non, vous ne pouvez plus être reçu ici. C'est quand on va prendre l'avocat et l'avocat va commencer les enquêtes pour essayer de comprendre. Mais il s'agit là d'une épouse légitime. Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive au niveau du Sénat, c'est l'avocat qui va maintenant découvrir les documents que non, mais il y avait déjà eu un conseil de famille, alors qu'il n'y a jamais eu un conseil de famille à l'époque, que lors de ce conseil de famille, il y a eu la désignation de M. Gol comme le chef de la famille et il y a, sur l'acte de décès, c'est mentionné que le défunt était célibataire. Donc, on ne voit plus pourquoi est-ce qu'on doit recevoir cette veuve ici. Quand une personne est célibataire, naturellement, c'est sa famille qui doit maintenant gérer son héritage. Si elle était mariée, là, on pouvait la recevoir, mais elle n'est pas mariée. Et donc, si j'ai bien compris, Christian, ça veut dire que lorsque votre père décède, 2 personnes se constituent. Déjà, c'est ce que j'ai semblé comprendre, une usurpation de titre, c'est ça. Donc, exactement. Monsieur Golo que vous appelez et Madame Doukoro se constituent pour aller faire les documents et aller percevoir les émoluments à la place de votre maman, donc de la veuve, c'est ça. Et tout cela est orchestré au niveau du Sénat. J'allais dire au plus haut sommet du Sénat, puisque apparemment le président du Sénat aussi est informé. Parce que la preuve, c'est qu'il demande que désormais, ni les enfants, ni la veuve ne devront être reçus. C'est ça? Parfaitement. C'est de ça qu'il s'agit exactement. Et quand nous sommes allés à la pompe funèbre avec l'avocat, et c'est là où on va nous remettre ce faux acte de décès qui est là.
Et c'est là où nous allons découvrir le travail machiavélique qui a été effectué par cette dame. Et au niveau du Sénat, on va aussi nous remettre les faux documents, le faux procès verbal. Et c'est le premier questeur du Sénat, le directeur du premier questeur du Sénat, vu qu'il connaissait très bien l'avocat. Ils ont quelques liens de filiation. Notre avocat, c'est son oncle. Il a dit, vous devez d'abord recevoir le fils aîné du défunt pour essayer de l'écouter. Parce que ce qu'on vous a présenté ici, ça semble ne pas être la vérité. C'est là où il va maintenant accepter de me recevoir ce dernier. J'arrive et il me dit, monsieur Aloka, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. C'est là où je vais maintenant lui dire toute la vérité que cette dame que vous recevez ici et monsieur Golo, ils ne sont pas membres de notre famille. Il dit non, mais il y a eu un conseil de famille. On nous a emmené le procès verbal d'un conseil de famille. Je lui dis non, il n'y a jamais eu un conseil de famille. C'est là où il va me sortir le faux conseil de famille qu'ils ont tenu clandestinement. Il y a eu 3 personnes qui ont signé ce fameux conseil de famille. Et parmi ces 3 personnes, je l'ai ici. Là, c'est le Sénat qui nous a remis ce document que vous voyez là. Mais là où c'est important, c'est les signataires. Vous voyez là, il y a 3 personnes. Et donc, les signataires, c'est qui et qui exactement? Elle a pris 2 personnes qui ne sont pas membres de notre famille, les oncles, mais le numéro 2, M. Jiji Kael Herman Singa, c'est son fils biologique. Le fils de Madame Doukoro, c'est ça? Oui, qui va signer comme l'oncle du défunt. Ensuite, le cadet qu'on a manipulé, un cadet lointain, on l'a présenté maintenant comme le cadet direct. Et c'est ce qui a permis qu'il puisse percevoir 15 900 000. Et c'est le directeur du cabinet qui va me remettre ces documents-là. Et c'est là où la veuve a saisi les causes des tribunaux. Nous sommes arrivés au tribunal de Poto-Poto-Mongali. On a convoqué cette dame et M. Golo, ils ont refusé de comparaître. Et c'est là où le juge va maintenant prendre une ordonnance pour me désigner comme administrateur provisoire de la succession, autant que fils aîné du défunt, vu que la veuve était mariée légalement. Et c'est ce qui va me permettre maintenant de me présenter. L'ordonnance a été délivrée le 30 septembre 2020. Nous avons signifié au niveau du Sénat le 29 octobre, en bonne et due forme, par le biais de l'huissier de justice. J'ai ici la lettre de la signification, vous voyez là, oui. L'original, à 12h30, le 29. On croyait que le Sénat allait maintenant prendre acte, parce qu'il s'agit là d'une décision du tribunal. Justice, oui. Malheureusement, le 14 janvier 2021, à la surprise générale, le Sénat paye encore l'arriéré du mois de juin 2017. Ça a été payé le 14 janvier 2021. Et le Sénat décide encore d'appeler cette fois-ci Madame Doukoro pour venir percevoir l'arriéré. Au lieu d'appeler l'administrateur qui a été désigné judiciairement alors que l'ordonnance se trouvait sur leur table, mais eux, ils ont préféré continuer dans ce désordre-là. Et quand on arrive au niveau du Sénat, on pose encore la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez encore appelé Madame Doukoro? Ils nous disent, nous ici, on ne connaît que 2 personnes, Madame Doukoro et Monsieur Golo. Que vous soyez désigné ou Golo, ceux qui vous disent ça, que là-bas, ils ne connaissent que Madame Doukoro et Golo, ce sont les agents, des gens qui travaillent au Sénat, c'est ça? Le directeur du cabinet du premier questeur du Sénat, M. Félix Okonza. Voilà pourquoi nous l'avons cité dans la plainte. La citation directe que nous avons déposée, on a cité ce dernier comme le complice de Mme Doukoro. Et donc, vous avez dit, pardon, vous avez dit, ils ont d'abord perçu 15 900 000, c'est ça? Oui. Et pour la seconde fois, ils ont perçu… Pour la seconde fois, ils ont perçu 10 280 000. Soit un total de 26 195 000. Tout ça, ils ont perçu. Et finalement, je voulais un peu, je ne sais pas si vous êtes la personne habilitée à me répondre à cette question,
Et donc, le Sénat ne savait pas que votre papa, l'ancien sénateur, était marié officiellement? Le Sénat savait parfaitement, il y a même des sénateurs qui sont actuellement au Sénat qui ont pris part. Il était déjà membre du bureau. L'invité d'honneur de cet événement, c'était Ambroise Noumazala. Il y a eu plusieurs ministres, les membres du gouvernement, les sénateurs. Il y a son dossier qui est au niveau du Sénat. Quand une personne est mariée, le dossier se trouve au niveau du Sénat. Nous, on n'a pas compris comment est-ce que le Sénat a gobé cette affaire, ce mensonge-là. On n'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé réellement. Et voilà comment est-ce qu'on va saisir le tribunal, parce qu'on m'a dit, eux ne considèrent pas ma décision. Je suis reparti auprès du tribunal pour dire, mais l'ordonnance que vous m'avez délivrée, je suis allé là-bas. Eux, ils ont préféré passer outre. C'est maintenant à vous de nous départager. Le juge a convoqué, il y a eu l'audience. J'ai présenté tout devant le juge que mon défunt père était un homme marié depuis 2004 sous la communauté de biens. Et du point de vue de la loi, selon le Code congolais de la famille, cette veuve bénéficie d'un droit qu'on appelle le droit d'usufruit, c'est-à-dire donc tout ce que son défunt mari possède, elle a un droit. Cette dame se présente au niveau du Sénat avec aucun document, seulement verbalement, que moi je suis venu percevoir l'argent à m'envoyer. Mais où est le document? Parce que c'est ce qu'elle a dit devant le juge. Le procureur lui a posé la question. Quand vous vous êtes rendu au niveau du Sénat, ne saviez-vous pas que le défunt était marié? Elle a reconnu, oui, je savais qu'il était marié. Mais au nom de quelle loi vous êtes allé percevoir l'argent d'un homme marié? C'est là où il dit non, moi, on m'avait seulement envoyé. Qui vous a envoyé? Monsieur Golo. Qui est Monsieur Golo? Il est le cadet direct du défunt. J'ai été obligé de préciser au procureur, au juge que non. Ce dernier, qu'il soit le cadet direct ou cette dame, qu'il soit je ne sais qui, ils n'ont pas le droit d'aller percevoir l'argent d'un homme marié. Ce n'est pas ce que la loi dit. Moi, j'ai été désigné judiciairement, j'ai déposé mon ordonnance, mais comment est-ce que le Sénat, qui vote des lois, décide de passer outre? Qui veille aussi sur l'application des lois, oui, voilà. Voilà. Je n'ai pas compris. Voilà pourquoi j'ai préféré que vous puissiez nous départager. Il y a eu l'audience, il y a eu le débat contradictoire. Nous avons tout présenté et j'ai présenté même le procès verbal de ma famille qui s'est tenu le 5 mars 2021 au village, là où le défunt a été inhumé, à la présence de la sœur aînée, parce que mes parents, ils sont nés à deux. Sa sœur aînée, qui est encore en vie, elle est au village, qui est Sebo Alphonsine, et à Loka de Mou. Donc, son cadet est décédé. Nous lui avons payé le billet. Elle est venue à Brazzaville. C'était pour donner des précisions. Donc, quand nous nous sommes rendus au village, avant qu'elle arrive à Brazzaville, il y a eu un conseil de famille. Mais 3 jours avant notre arrivée, Madame Boukoro s'est rendue au village pour essayer de convaincre la famille de venir à Ouesso pour tenir un conseil de famille dans sa parcelle. On lui a répondu en face, vous n'êtes pas membre de cette famille. Vous n'avez pas le droit de convoquer un conseil de famille dont vous n'êtes pas membre. Ce n'est pas pour rien que le défunt avait choisi comme lieu d'inhumation le village dans sa parcelle. C'était qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes, c'est au village que la famille devra se retrouver pour régler les problèmes. Donc, tout le monde sont conviés ici. Nous avons appelé déjà la veuve et les enfants. Ils viennent. Donc, ce que vous envisagez de faire là-bas n'engage pas la famille parce que vous n'êtes pas un membre de notre famille. Regardez, dans tous les cas, quand elle prenait cet argent-là, vous avez dit au départ, elle a pris 15 900 000, c'est ça que j'ai compris. Après, elle a pris 10 millions. Est-ce que la veuve a reçu un peu d'argent de tout cela ou non? Pas du tout. La veuve n'était même pas informée. La veuve était surprise. Parce que les enfants, pas non plus. Non, nous, on ne savait rien. Vous savez, il y a plusieurs familles qui sont au Sénat. Il y a des gens qui travaillent là-bas. Même mon cadet, il travaille au Sénat. Donc, quand on paye les arriérés, les gens sont informés. Donc, c'est ceux-là qui ont perçu, qui nous ont informés que mais, on est en train de payer les arriérés ici. Mais on a vu Madame Doukoro et Monsieur Golo, ils sont venus pour percevoir l'argent.
On a cru que, bon, c'était… C'est-à-dire que l'argent se paye à main propre comme ça au Sénat, Voilà, là, 15 c'est millions cash. C'est le cash. Sénat qui les appelle. Eux, ils ne viennent pas comme ça. C'est le Sénat qui appelle Monsieur Intel, venez, l'argent est disponible. Ils ne Donc, sont eux, pas ils payés sont au allés là-bas. trésor. Pardon? Ils ne sont pas payés au trésor. C'est à main propre qu'on leur remet Pas du les tout. Ça millions se comme ça. paye au niveau du Sénat, à main propre. Donc, ils arrivent, ils rentrent dans le bureau, on compte l'argent. Il y a un procès verbal. On demande à la personne, bon, vous signez ici, et la personne signe, et on lui remet l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Et après, vous avez dit donc, que vous avez convoqué ce conseil de famille. La suite, c'est quoi? Vous êtes reparti, disons, au tribunal, c'est ça? Oui, quand on a convoqué le conseil de famille, la famille a précisé, il y avait 5 points, mais les 2 derniers points, ce sont les points les plus essentiels. La famille a présenté les liens de filiation. Il n'y a aucun lien du tout. Et le dernier point, ce sont les poursuites judiciaires. Ma famille a entériné d'abord ma désignation et m'a demandé de poursuivre cette dernière et sa bande devant les cours et tribunaux. Nous sommes rentrés, vu que nous sommes, on travaille avec M. Joe Washington Ebina, qui est dans cette affaire. Le président du Sénat, c'est M. Ebina et M. Trésor Nzila qui nous ont aidés pour organiser une conférence de presse qui nous a permis de dénoncer ce qui se passait au niveau du Sénat. Et ça a attiré l'attention du président qui était obligé maintenant de nous recevoir en présence de M. Ebina et M. Trésor Nzila. Le président du Sénat, M. Le président du Sénat. Oui. Il avait même convoqué les médias. Il y avait plusieurs sénateurs qui étaient là dans la salle ce jour. On arrive dans la salle. Le président voulait d'abord faire des remarques à M. Ebina que non, quand vous apprenez quelque chose, il faut d'abord vous rabattre auprès du Sénat pour essayer de vérifier. Et M. Ebina a recadré tout de suite en disant non, Monsieur le Président, nous, on dénonce tout ce qui est violation. Quand M. Aloka m'a présenté une décision de justice, le désignant comme administrateur et que vous, le Sénat, vous avez décidé de passer outre alors que vous êtes censé appliquer cette décision à la lettre, ça s'appelle une violation. Donc, je n'avais plus le temps de venir ici pour vérifier. Il fallait d'abord dénoncer. Donc, sur ce point-là, nous, on fait notre travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où maintenant le président, on lui pose la question dans la salle. Comment vous avez passé outre une décision du tribunal? Le président, devant tout le monde, il va dire à M. Ebina, et si je vous disais que je n'étais pas informé de cette affaire? Attendez, vous êtes quand même le président. Mais comment il n'était pas informé alors que c'est même lui qui va demander que ni les enfants, ni la veuve ne devaient plus être reçus au niveau du Sénat? C'est parce qu'il connaissait l'affaire? Comment? Exactement. C'est ce que je lui ai même répondu dans la salle. J'ai dit non, Monsieur le Président. L'ordonnance a été déposée au niveau du Sénat en bonne et due forme. Il me pose la question, chez qui? J'ai dit, mais l'ordonnance a été déposée chez votre collaborateur ici présent, le premier questeur du Sénat, M. Roger Ekoula. Ah bon? J'ai dit, mais oui, il est là, il est ici dans la salle. Voici la lettre de la signification. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas informé. Mais ce jour-là, M. Christian, il y a même M. Trésor Nzila qui avait réagi. On ne voulait pas, il ne voulait pas me laisser la liberté de m'exprimer. Chaque fois, le président ne faisait que m'étouffer. Et M. Nzila a dit non, mais Monsieur le Président, laissez l'enfant quand même s'exprimer. On a comme l'impression qu'il est étouffé. Et c'est quand j'ai dit non, Monsieur le Président, sur ce point, le Sénat a fauté. Le Sénat n'aurait pas dû passer outre une décision du tribunal. Ah là, il ne fallait pas dire, on a retiré le micro pour dire que non, ça c'est, on ne dit pas ça à un président. Et voilà. Comment ça s'est passé à la fin? Il a demandé aux journalistes de ne pas diffuser les images parce que c'était vraiment une honte. Et les journalistes également ont retenu les images, donc ils ont fait la rétention d'informations. Personne n'a diffusé, c'est ça? Personne, on a attendu, ils nous ont dit, après le journal, on va balancer les images. Personne n'a vu les images, on a attendu jusqu'au lendemain. C'est là où on va nous dire que non, le président avait interdit qu'on puisse diffuser les images. Donc,
Il n'y a pas d'image. Donc, ils ont fait la rétention de l'information parce que le président du Sénat le leur a demandé. Alors, et donc, la suite, c'est quoi? Ça s'est arrêté comment? Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Vous êtes reparti voir le tribunal, c'est ça? Qu'est-ce que l'avocat vous dit? La suite, c'est quoi? Que vous dit le Sénat actuellement? Avant d'arriver au niveau du tribunal, le président nous a rassuré ce jour-là qu'il allait s'impliquer personnellement. Ce sont ses propos. Nous nous sommes dit, c'est quand même un sage, vu qu'il a pris l'engagement, on a cru aux propos du président. Malheureusement, quelques jours seulement, le président a jeté l'éponge en disant, bon, écoutez, il s'agit là d'une affaire familiale, le Sénat ne peut pas s'ingérer dans cette affaire. Et c'est ce qui nous a poussé maintenant de saisir les cours et tribunaux. On a porté plainte et on a cité le directeur du cabinet, on nous a convoqués devant les juges, nous avons présenté tout. Et malheureusement, les conclusions du juge, je dois vous préciser que durant le déroulement du procès, on avait déjà constaté le décor de la corruption était déjà planté. Le juge a refusé d'écouter la veuve malgré l'insistance de notre avocat, maître Éric Ibanga, qui a demandé au tribunal que, mais il y a la veuve qui est dans la salle. Vous devez écouter la veuve avocat. Le juge a dit non, nous sommes déjà éclairés sur ce point, on a déjà assez d'éléments, on ne voit plus pourquoi est-ce qu'on doit encore écouter d'autres personnes. La sœur aînée en même temps, elle a fait le déplacement du village pour essayer de vous donner des précisions. Elle est dans la salle. Le juge a refusé. Donc, c'était déjà… En un mot, le juge a totalement et carrément refusé d'écouter les acteurs qui étaient là, c'est-à-dire les justiciables, c'est ça? Exactement. Et parce qu'il estimait qu'il avait déjà tous les éléments, qui lui avait fourni ces éléments finalement? Je suis sûr que c'est l'avocat de Madame Doucourou. Ça, c'est comme ça que je conclus, parce que dans son document, ce dernier, il est allé faire un document du genre que quand Madame Doucourou a organisé le conseil de famille dans sa parcelle, nous, on était présents. Alors que le 27, nous sommes à Brazzaville. Nous, on n'a jamais pris part à ce qu'eux, ils ont fait au niveau de Ouesso là-bas. Vous imaginez un peu une veuve qui arrive chez son mari, qui trouve son défunt mari célibataire, locataire, avec 3 filles. Elle est arrivée chez son mari à l'âge de 18 ans. Tout ce que le monsieur a eu dans sa carrière, c'est avec cette veuve. Voilà pourquoi le jour du mariage, il a déclaré devant l'officier de l'état civil que tout ce que j'ai eu dans ma carrière, c'est avec cette femme-là. Donc, je opte pour la communauté de biens. Mais vous décidez de convoquer un conseil de famille, de procéder à un partage du patrimoine de ce monsieur à l'absence de la veuve mariée officiellement sur la communauté de biens, à l'absence de la majorité des enfants. Comment vous pouvez imaginer un tel scénario? Et le juge qualifie ce partage d'un partage illégal. C'est ce que le juge a écrit dans sa décision. Son procès, dans sa décision, oui. Voilà. Et ça s'est terminé comment? C'est quoi déjà la décision finale? C'était quoi au niveau de la justice? La décision finale, nous avons fait appel. Nous savons que cette dame, elle nous avait déjà prévenu quand on avait déposé cette convocation. Elle nous a dit, moi, je vais vous prouver que moi, j'ai des relations dans ce pays. Et elle n'a pas hésité. Ce sont ces relations qui ont joué jusqu'au sommet, j'allais dire, du Sénat. Exactement, parce que le juge ne pouvait pas prendre une telle décision sans qu'il soit influencé. Déjà, dans cette décision, le juge a précisé que le premier questeur avait écrit une correspondance pour s'adresser au juge. Il a envoyé une correspondance, alors que l'article 168 dans son alinéa 3 est clair. Le juge, il est neutre, il ne reçoit pas d'injonction. Mais comment une autorité qui écrit à un juge pour dire c'est moi qui ai demandé à mon directeur de cabinet d'effectuer le paiement entre les mains de Madame Doucourou. Mais que ce soit son chef, que ce soit son directeur du cabinet, ils ne sont pas au-dessus de la loi. De quel droit d'abord il s'est permis de… Voilà, il y avait déjà une décision du tribunal qui était là. Il ne revenait plus à son chef de dire à son directeur de cabinet, vous passez outre cette décision, vous remettez l'argent
entre les mains de cette dame. Mais le juge a pris ça en considération. Il a dit que, vu que c'est son chef qui lui avait donné l'ordre, donc cette dame, y compris le directeur du cabinet, ils sont non coupables. Alors, j'allais juste, puisqu'on est à la fin de l'émission, je crois qu'on a pu faire le tour de la question. Et la finalité, c'est quoi actuellement? Qu'est-ce que ça donne? La finalité, nous voulons que l'affaire soit connue, parce que l'objectif... Vous avez essayé de rencontrer la ministre, comme on l'appelle, Nifer Ingani, je crois, parce qu'elle lutte pour, c'est ce que j'ai cru comprendre, elle lutte contre les violences faites aux femmes, c'est ça? Ouais, ici, on a un cas d'une femme, disons d'une veuve, qui est malmenée, maltraitée, voilà, à qui on a tout pris, qu'on a dépouillé. Je crois que c'est un dossier qui peut l'intéresser, non? Monsieur Christian, vous savez, ce que je ne comprends pas dans mon pays, c'est que quand on nomme quelqu'un à un poste, il est au service du peuple. Cette affaire est médiatisée. Il n'y a personne dans ce pays qui peut dire encore aujourd'hui qu'il n'est pas informé de cette situation. Mais vous connaissez la réalité de notre pays. Pour vous répondre clairement, on n'a jamais entrepris les démarches auprès du ministre. Nous, on pensait que le fait de dénoncer déjà, les autorités devaient se saisir de cette situation pour envoyer les agents sur le terrain pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Mais pour les autres autorités, nous sommes allés et on a compris que les gens ne voulaient pas nous recevoir. Il y a une main noire visible dans ce dossier. Parce que quand vous citez déjà le nom de la dame, vous sentez déjà les gens qui vous disent « Ah, celle-là, c'est difficile, hein, c'est compliqué. » Vous voyez déjà vous-même. Elle est connue jusqu'au niveau de la présidence, c'est ce qu'elle nous a dit, et elle est en train d'utiliser ses relations partout. Mais nous, on se focalise sur le tribunal. Nous nous disons qu'au sein de cet appareil judiciaire, il y a des hommes et femmes dignes de ce pays qui ont prêté serment pour servir leur nation dans la dignité. Et ils sont certes marginalisés, mais ils existent. Nous avons fait appel. Nous attendons à ce que le tribunal puisse nous fixer pour que les audiences reprennent. Mais nous avons tous les éléments nécessaires. Cette dame n'a pas le droit, vu qu'elle est membre du PCT, elle se focalise sur son parti et elle a le soutien. C'est clair et net quand vous lisez déjà que le premier questeur a écrit une correspondance. Ça, ce sont des injonctions. On ne peut plus imaginer aujourd'hui, en plein 21e siècle, qu'on ramène ces vieilles pratiques qui n'honorent pas la République. Nous n'allons pas accepter cela. Voilà pourquoi nous avons décidé, c'est les droits de l'homme qui nous ont suggéré cette idée de dénoncer cette affaire comme ça, parce que la politique s'est invitée dans ce dossier, alors que la politique doit se pratiquer dans un milieu bien connu. On n'emmène pas la politique au sein d'une famille. Même notre défunt père, qui fut un politicien, mais il ne faisait pas la politique au sein de la famille. Il y a des acteurs politiques dans ce pays, qu'ils fassent la politique avec eux. Nous, ce que j'aimerais que l'opinion retienne, c'est quoi? Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas en train de revendiquer un poste politique dans ce pays. Tout ce que je suis en train de revendiquer, c'est un droit légitime et constitutionnel, à savoir, nous avons perdu un père, mais nous n'avons pas perdu nos droits. Cette veuve, notre maman, elle a perdu un mari, elle n'a pas perdu ses droits. Comment les gens peuvent décider à notre place? Nous sommes les ayants droit, ce que la loi précise. On devait d'abord, avant tout, nous privilégier. Mais comment le Sénat qui vote des lois, il voit bien que la veuve n'est pas. Mais eux, ils préfèrent remettre l'argent entre les mains d'une vieille dame qui débarque là-bas parce qu'elle a des relations. Mais non, vous pouvez avoir vos relations. Mais il s'agit là d'une question de droit et non de sentiment. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer cette affaire. Nous demandons à l'appareil judiciaire, aux autorités, de comprendre que dans cette affaire, nous ne sommes pas en train de revendiquer un poste. Nous ne sommes pas des politiciens. Peu importe leur combine politicienne qu'ils ont l'habitude de faire, nous, on n'est pas là-bas.
Nous voulons tout simplement que l'argent qui a été remis entre les mains de cette vieille dame, ça s'appelle une faute. Le Sénat doit se rattraper. Ils avaient une décision devant eux. C'est eux qui ont fait ça expressément pour remettre l'argent entre les mains de cette dame. Donc, la justice doit condamner cette dame et demander au Sénat d'assumer ses responsabilités, car la responsabilité du Sénat est déjà engagée, qui a payé l'argent. Et M. Christian, il y a un point très essentiel. Quand je vous ai répondu tout à l'heure que Mme Doukourou n'est pas un membre de ma famille, je dois vous donner un élément de détail. Cette dame avait un frère qui s'appelait Ebam Bontos. Il est décédé. Son défunt frère avait épousé ma défunte sœur, la petite sœur de mon défunt père, qui s'appelait Djindouma Julien. Vous croyez sincèrement que s'il y avait un lien de filiation entre cette dame et ma famille, son frère allait encore épouser ma tante? En tout cas, nous avons compris et nos téléspectateurs ont probablement bien saisi la situation et je crois que ceux qui nous suivent, ben, naturellement aussi, hein, le Sénat, l'Assemblée, toutes les autres autorités politiques, administratives et judiciaires surtout, vous ont suivi. Et alors moi, j'ai simplement compris qu'il y a finalement un système d'arnaque qui a été organisé autour et qui doit être connu. Des personnalités que vous venez de citer, alors c'est toute une machine. Nous, notre travail, c'est d'informer. Nous ne sommes pas le tribunal, malheureusement. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas le juge. Je ne suis que journaliste et je pense que le message est passé et qu'il est tombé dans les bonnes oreilles. Merci de nous avoir expliqué votre situation dans l'espoir qu'elle sera décomptée d'ici là lorsqu'ils auront écho de votre demande. C'est un coup de gueule tout normal parce que ce sont des droits, comme vous l'avez dit. Vous avez perdu un père, vous n'avez pas perdu des droits. C'est pareil pour la veuve. Elle a perdu un mari, mais elle n'a pas perdu les droits. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous avez encore fait confiance. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve très prochainement. Merci.